On n'échappera plus aux esprits d'Halloween. La tradition est définitivement revenue pour fêter les esprits. Sorcières, lutins, vampires, squelettes et autres diables sont réapparus. À Oberbronn, ils se sont regroupés à l'école pour faire un petit goûter avec un menu très Halloween. Et oui, c'est bien des araignées qui flottent dans une soupe de citrouille. La citrouille qui justement est devenue le symbole de cette fête. Les enfants en ont donc préparé et décoré dans différents styles. La tournée de pillage n'a pas été oubliée par les charmants bambins pour alléger les habitants en gâteaux et diverses sucreries. Espérons que les caries ne guetteront pas ces créatures de la nuit. Les promeneurs peuvent maintenant se réjouir de nouveaux aménagements piétonniers inaugurés par la commune de Niederbronn-les-Bains. En effet, la commune a souhaité aménager un nouveau sentier piétonnier. Ce sentier reliant la route de la Lisière à la rue de la Vallée permet aux promeneurs de profiter d'un cadre verdoyant plutôt que de traverser le lotissement. Les premiers promeneurs ont bien sûr été le maire accompagné du sous-préfet et du président du conseil général. Dans le cadre de cette inauguration, la Sourçanie, déviée depuis une dizaine d'années, a été réactivée par M. Quinn, ancien garde-forestier. Le second projet inauguré est la création d'une liaison entre le chemin du Wintersberg et les quartiers du centre omnisport. Il a été question ici de déplacer les piétons et les cyclistes sur un chemin parallèle pour plus de confort et de sécurité. Cette route a d'ailleurs été classée voie touristique. Ces deux inaugurations permettront aux promeneurs de se retrouver pour de belles balades. Pour la troisième année consécutive, le club Pyramide de Niederbronn-les-Bains organisait son tournoi. Cette manifestation a vu s'affronter une quarantaine de participants, tous membres de clubs situés dans l'est de la France, tels que les clubs Pyramide de Mulhouse, de Warsberg en Moselle ou encore de Saint-Dié dans les Vosges. La journée a débuté par un copieux petit déjeuner avant de passer aux choses sérieuses. Chacun aura pu se mesurer aux autres. Le maire de Niederbronn aura également participé à ce tournoi en s'essayant à la dernière partie du jeu, la Grande Pyramide. De nombreux prix étaient à gagner lors de ce tournoi. C'est en se donnant rendez-vous au club que les membres se sont quittés. Pour beaucoup, c'est une tradition. Pour eux, c'est une étape sur leur tournée. Les forains ont installé leurs manèges et leurs caravanes à Niederbronn-les-Bains. La famille Sigrist passe 2 fois par an dans la ville thermale, au 14 juillet et en automne, et ce depuis 50 ans. Les habitants connaissent bien ces manèges et en profitent lorsqu'ils sont là. La famille Sigrist possède un scooter, dit aussi autobox. Dans ces engins, les jeunes en mal de conduite trouvent leur place. Certains s'amuseront à faire des tours de piste sans provoquer de collision. D'autres, au contraire, se la jouent stock-car. Les plus jeunes s'entraînent aux joies du karting chez les voisins des Sigristes. C'est la mairie qui attribue les emplacements aux forains. Elle peut ainsi choisir les stands pour varier les différents manèges. Les Sigristes tiennent également un stand de barbe à papa. Les plus gourmands s'y retrouvent. Ce deuxième dimanche passé à Niederbronn a été moins animé que le précédent, certains stands étant déjà partis.
Sachez en tout cas qu'un manège d'auto-tamponneuse comme celui-ci nécessite de nombreuses heures de montage et de démontage et remplit 3 camions. À elles seules, les autotamponneuses remplissent un camion. On démonte donc pour se rendre à Grise, la dernière étape de la saison. À partir du 15 novembre, les cygristes retourneront passer l'hiver à Colmar, dans leur maison, et profiteront de ce répit en préparant les manèges pour la prochaine tournée. Des artisans de Gundershofen se sont spécialisés dans la reproduction d'œuvres d'art peintes. Donc moi ici je suis le chef d'atelier de chez Déco Plus. Donc c'est moi qui m'occupe de la fabrication et de la production des tableaux qui sont donc vendus en clientèle. On a à peu près 1500 tableaux en collection. On pourrait en avoir bien plus, mais il faut bien se limiter. Et pour chaque tableau, nous avons environ une quarantaine d'encadrements qui peuvent convenir. Moi, mon rôle, au niveau de la fabrication, je ne fais rien du tout. Mon rôle est à me déplacer chez le client, à le conseiller dans son intérieur et à lui faire découvrir la collection. S'il trouve un coup de foudre, comme je l'ai dit précédemment, c'est de choisir avec le client le cadre qui va convenir le mieux et ensuite de lui faire le devis et ensuite le client prend sa décision. Mon rôle, c'est ça. Bon, les différentes étapes de réalisation, donc une fois que le tableau est vendu, donc nous coupons le châssis aux dimensions de la toile choisie par le client. L'assemblage se fait sur une assembleuse qui permet d'assembler en fait avec des agrafes, ce qui est beaucoup plus rapide que le collage. C'est collé agrafé. L'agrafe est uniquement là pour le temps de séchage. Ça maintient donc le châssis en place pendant le temps de séchage, alors que le vrai maintien se fera par la colle à bois. Mais ça nous permet en fait d'entreposer nos châssis qu'on vient d'assembler. On peut les entreposer verticaux au lieu de les laisser reposer horizontalement. Là, on travaille avec des cires à bois, des cires à bois d'une marque très connue qui se travaille très facilement. On a différentes essences de bois, on passe du noyer au chêne clair à l'acajou, donc pour répondre à toutes les couleurs de bois qu'on retrouve dans nos encadrements. Et donc on passe à peu près entre 5, 10, un quart d'heure suivant la nature du cadre et la difficulté de la retouche. Mais ce sont des petites pattes qui nous servent effectivement à cacher les jointures des encadrements pour obtenir un résultat parfait. Leur secret de fabrication, une gravure achetée au musée avec paiement des droits qui est ensuite collée sur toile de lin. Le peintre passe alors au plus long du travail, la mise en relief. Avec une pâte spéciale, il va tenter de reproduire les coups de pinceau de l'artiste originel. La retouche de l'image est à la fois compliquée et toute simple. C'est en fait une mise en relief d'une gravure que nous achetons à des éditeurs d'art. Et en fait, cette mise en relief se fait à l'aide de différents gels et qui se travaillent à l'aide de couteaux, de spatules, de pinceaux brosses, de pinceaux ronds, toute l'attirail du peintre, quoi. D'une toile à l'autre, c'est complètement différent. On peut passer une journée sur un tableau comme on peut passer 2h30 sur un tableau. Donc suivant les tableaux à faire, la difficulté des tableaux et la finesse de la mise en relief. Et quand tout est opérationnel, on assemble les deux de façon à obtenir le tableau choisi par le client. Avant, une gravure plate. Après, une image qui passerait presque pour une vraie toile. Et ne confondez pas reproduction et copie. Une reproduction comme celle-ci est signée par l'artiste originel, mais ne comporte pas une seule goutte de peinture. Une copie, elle, est mise en peinture par un artiste dans les conditions les plus proches que possible de l'original.
notre club c'est Passion Plongée. Le nom vient du fait qu'on était d'abord une bande de copains qui étions tous dans le même club à Ofen. Comme la route était un peu loin, alors qu'on était tous de la région, on a décidé de créer un club sur Niederbronn. Donc on a créé le club en 96 et comme c'était une passion, la plongée, on a nommé le club Passion Plongée. Donc pour l'encadrement, donc nous avons 4 initiateurs. Il y en a un qui fait la surveillance sécurité en surface. Là actuellement nous avons un initiateur qui s'occupe des jeunes, et alors que l'autre initiateur s'occupe des futurs niveau 2, voire un futur niveau 3. Et moi, en attendant, je fais la surveillance en surface. C'est uniquement en hiver que nous faisons les entraînements en piscine. Donc c'est les gens qui apprennent les signes sous l'eau, puisque sous l'eau on ne peut pas parler, donc pour communiquer il faut bien qu'il y ait des signes pour que les gens ils arrivent à communiquer. Et bon, on fait travailler aussi surtout le palmage, parce que c'est pas parce qu'on a des palmes aux pieds qu'on sait palmer. Donc grosse partie du boulot la première année ça va être le palmage, pendant des semaines on va faire que ça. Et petit à petit on va travailler avec les bouteilles, donc interprétation des signes, plus nage avec bouteille, sans bouteille. On travaille également l'apnée, plus quelques petits cours théoriques. Bon, pour la piscine, le mercredi soir il n'y a pas besoin de grand chose, un maillot de bain, palme, masque, tuba. Et la bouteille, détendeur, manomètre, c'est fourni par le club. Et les gens qui débutent, qui n'ont toujours pas de matériel élémentaire, c'est-à-dire pas le masque tuba, le club peut en fournir. Nous avons également quelques stabs, donc les gilets stabilisateurs. Nous avons 6 bouteilles club, plus les bouteilles personnelles, ça nous fait à peu près 15 bouteilles. Au niveau de l'organisation des sorties, donc comme dit c'est à la demande, si on a beaucoup de monde qui veut plonger, bon, il y a un membre du club qui s'occupe surtout des sorties. On s'adresse à lui et puis c'est lui qui organise la plongée, le lieu de sortie, l'heure, le jour. Donc je pense avoir tout dit sur le fonctionnement de notre club et nos activités. Donc je vous invite maintenant à nous suivre pour voir comment que ça se passe sur un site de plongée en milieu naturel. Donc aujourd'hui nous avons fait une sortie au plan d'eau de Brumat. Nous sommes venus à 7 plongeurs donc, qui vont effectivement dans l'eau, plus 2 plongeurs qui ont fait la sécurité en surface. Donc quand on arrive sur le terrain, la première chose qu'on fait c'est qu'on repère déjà un peu les lieux, on voit si l'eau est claire ou s'il y a des pêcheurs, on essaie de gêner le moins possible. Bien que nous avons des pêcheurs au club, donc en principe il ne devrait pas de problème, ça se passe relativement bien. Après on forme les palanquets, comme je disais tout à l'heure c'est les groupes de plongeurs, avec le chef de palanquet, le serre-fil. Et puis on s'équipe tout doucement, donc on commence par la combinaison, palme, masque, ceinture de plomb. Pour nous lester puisque la combinaison flotte, tout l'équipement, la bouteille, et puis après il y a la mise à l'eau. Nous avons bien sûr une trousse de secours à côté du lieu de plongée avec l'oxygène naturellement qui est obligatoire sur tous les sites de plongée. Déjà, première vérification c'est le niveau des plongeurs, savoir qui c'est qui peut plonger avec qui, savoir s'il y a assez d'air dans les bouteilles, si le matériel est en bon état. Puis, pour savoir si on peut s'équiper correctement, si tout le monde a son matériel, s'il est au complet, s'il a son profondimètre, sa ceinture de plomb, les gants s'il fait froid. Faut savoir qu'à une certaine profondeur, il fait toujours froid, surtout en gravière. En ce qui concerne la plongée en elle-même, nous avons donc fait 2 palanquets. Donc une palanquet c'est un groupe de plongeurs si on veut, composé d'un chef de palanquet qui a un certain niveau et un serre-fil, ce qu'on appelle un serre-fil, plus les plongeurs qui sont encadrés. Donc là nous avons une palanquée de 4 et une palanquée de 3. Et ce qui n'est pas évident un jour comme aujourd'hui où l'eau est relativement trouble, parce que le premier, le chef de palanquet, lui il ouvre la route si on peut dire. Donc avec ses palmes il remue déjà un peu le fond. Le deuxième qui suit derrière rebelote, il remue le fond, le troisième pareil, et puis le dernier, le serre-fil, lui il est dans le brouillard total, donc c'est pas l'idéal pour faire une plongée. L'idéal pour nous c'est au printemps, quoi. Juste après l'hiver, début printemps, là l'eau elle est super claire, impeccable.